présidez Territoire en Mouvement, qui souhaite mobiliser autour des enjeux territoriaux. Et c'est justement ce qui manque, selon vous, au programme des différents candidats à la présidentielle que l'on entend un peu sur tous les plateaux. Cet enjeu des territoires, il n'est pas présent pour vous suffisamment dans ce que disent les uns et les autres? Comment le remettre au centre du jeu? Il est présent, on parle de territoire, certains candidats sont bien entendu dans les territoires, mais moi je considère que c'est un sujet angulaire. C'est un peu la clé de voûte aujourd'hui du projet de société que nous semble nécessaire à mettre en avant, pour 3 raisons très simples. Pour des raisons liées à la proximité d'abord et à la confiance. La première relation de nos concitoyens avec la politique, c'est les acteurs politiques de proximité. Ce sont les maires, ce sont des conseillers municipaux, ce sont des conseillers généraux. Et donc si on ne donne pas à cette échelle de proximité politique davantage de moyens, de pouvoir, d'amplitude, on risque d'avoir un effondrement de la verticalité du pouvoir tel qu'il est à l'heure actuelle. Et puis 2 autres raisons. Une raison sociale, parce que quand on interroge les Français sur là où ils veulent vivre, à 80%, ils aspirent à vivre dans des villages, dans des villes moyennes, dans des lieux apaisés. Et donc cet aménagement du territoire, cette construction du territoire, pour donner à chacun l'accès à des services publics, pour permettre tout simplement à chacun d'avoir un projet de vie, qui est à Paris pour certains, qui est dans les Alpes, qui est dans la Creuse, qui est en Bretagne, qui, là où ils rêvent de vivre, puissent le faire. Et puis le dernier élément, il est économique. On va probablement avoir dans quelques mois des premières annonces d'un déficit commercial qui frôlera les 100 milliards d'euros. Et quand on regarde bien, quand on étudie la structure, on voit que finalement, notre pays ne profite plus de cette diversité économique. Notre pays n'a plus cette capacité qu'il a eue au XIXe siècle à prendre toute cette culture, tous ces savoir-faire et à les réintermédier dans l'enjeu international. C'est pour ça que les territoires sont politiquement, socialement, économiquement et sur le plan écologique, le point de départ des grandes politiques publiques. Vous avez 6 propositions pour mettre nos territoires au cœur du débat. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel Macron, vous êtes assez sévère sur le slogan de la majorité présidentielle. Je rappelle qu'il n'est toujours pas candidat. Ce slogan, c'est « Avec nous ». Vous vous dites que pendant ce quinquennat, pour les Français, ça a été « sans nous ». C'est ce que vous pensez? Je crois qu'il y a une démission des Français vis-à-vis de la politique. Et le « sans nous », il s'adresse finalement à tout le monde. Au président, mais il s'adresse aussi aux autres candidats. Quand on voit le niveau d'abstention, quand on voit le peu d'intérêt que suscite la campagne, alors qu'il s'agit de la vie des gens, vous voyez, la politique, elle est au centre de nos vies. Quand je vois la désaffection des jeunes, quand je vois la pauvreté du débat, je vois bien, vous voyez, on le constate tous, qu'il y a une forme de démission des Français vis-à-vis de la politique. Quand le Cevipof publie un baromètre de la confiance vis-à-vis des hommes politiques, elle est inversement proportionnelle à la verticalité. Plus on est haut, moins il y a confiance, plus on est bas, plus il y a de confiance. Donc, vous voyez, j'interpelle et je m'interroge. Où va-t-on? Comment peut-on aller quand la politique, finalement, est le dernier des sujets auxquels adhèrent les Français? Ce n'est plus possible. La philosophe Simone Veil disait au général de Gaulle en 1942, la politique devrait être amenée au rang de la culture et des arts et de la science. Parce que c'est tout simplement la vie des gens qu'elle concerne. Mais les Français sont un peuple politique, qui adore la politique, qui adore les débats politiques. Il y a une forme de désaffection des élites. C'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas la politique. Regardez la confiance, ce que j'évoquais à l'instant, c'est la confiance. Oui. Aucune société ne marche si elle est sur un constat de défiance. Oui. La défiance, elle empêche d'entreprendre, elle empêche d'investir, elle condamne la solidarité. Quand on n'a pas confiance, on est distant. Et donc, si on ne rétablit pas un projet politique, un projet de société sur lequel la confiance est au centre, on risque d'avoir cet individualisme, ces corporatismes, ces communautarismes qui bloquent tout l'avenir de notre société. C'est la raison pour laquelle, oui, je suis convaincu que ce renouveau, il partira de là où la confiance continue à bien fonctionner, c'est à la confiance des échelles de proximité vis-à-vis des politiques, mais aussi vis-à-vis de ses voisins. Et moi, je suis effrayé de voir combien dans les villes, dans les grandes villes, une des grandes pathologies sociales, c'est l'isolement, c'est la défiance vis-à-vis de son voisin. Les personnes âgées notamment. Les personnes âgées en sont la preuve. Vous voyez, les EHPAD, bien sûr, mais pourquoi la réponse à ce qui se passe en ce moment n'est pas tant comment essayer de construire un projet de société où les familles puissent accueillir leurs aînés. Voilà. Tout le monde ne peut pas le faire, mais ça devrait être peut-être un des objectifs prioritaires en termes de solidarité et de vie familiale. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui se passe chez Orpea, dont une des maisons de retraite est sur votre commune? Vous avez été surpris de traitement qui est réservé aux patients, aux personnes âgées dans ces structures? Bien sûr, oui. On est à la fois surpris, choqué, effondré, parce que quand une société, vous voyez, fait si peu de cas
à ses plus fragiles, à ses aînés, parmi ses plus fragiles, c'est finalement un signal qui touche tout le reste. C'est un signal, on parlait d'individualisme, et quand on n'a pas cette attention à ceux qui nous ont aussi accompagnés pendant notre enfance, notre jeunesse, et qu'on les met de côté sans s'en occuper, en laissant des traitements comme ceux qui sont dénoncés, on peut s'interroger sur le sens d'une société. Et vous voyez, moi je pense que cette construction familiale, si on l'abandonne, si on la neutralise, si on la met de côté, si on sous-traite nos aînés à des EHPAD sur lesquels on ne s'interroge même pas sur la dignité vis-à-vis desquels la dignité de ceux qui y résident, alors c'est un marqueur, au-delà du sujet européen et de l'actualité, c'est un marqueur extrêmement important de la dérive individualiste, de cette culture de l'immédiateté, de cette absence de vision et de valeur qui marque, me semble-t-il, aujourd'hui la société dans laquelle on est. Mais tout dans cette société nous pousse justement à l'individualisme, poussé à l'extrême. Comment inverser la machine? Comment dire aux autres, à tout le monde, intéressez-vous à ce que fait votre voisin? Quel est le projet en fait? Vous voulez, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est que laissons les gens rêver du projet de vie auquel ils ont envie. Laissons aux gens la possibilité d'aller vivre là où ils rêvent de vivre. Et c'est comme ça qu'ils retrouveront un sens à leur vie. Mais si on supprime les hôpitaux... Mais si ils vont là où ils trouvent du travail d'abord. Mais oui, mais si vous voulez, 80% du PIB de la France, il est dans l'économie résidentielle. 80% du PIB. C'est pas l'industrie qui fait le travail au quotidien. Malheureusement, et j'espère qu'elle reviendra. Mais 80% du PIB, c'est l'économie résidentielle. Donc, on est dans un pays qui redistribue beaucoup par sa construction sociale. Donc, en fin de compte, vous voyez, ce qui menace plutôt la construction de la société, c'est cette absence de vision de nos territoires. On supprime des gares, on supprime des trains, on supprime un hôpital où on le met ailleurs, on enlève une maternité. Comment voulez-vous que les gens se fixent quelque part? J'étais au moment des Gilets jaunes, j'avais été sur un rond-point, et il y a quelqu'un qui me dit « Je peux acheter la maison dont je rêve dans la ville où je travaille, mais je ne le ferai pas. Et je préfère acheter un studio à Paris. » Et je lui dis « Mais pourquoi vous ne le ferez pas ?» Il me dit « Parce que je ne sais pas quel est l'avenir de l'hôpital, je ne sais pas quel est l'avenir de la gare, je ne sais pas quel est l'avenir du lycée. Comment voulez-vous, me disait-il, que je mette mon épargne dans un endroit aussi instable ?» Et c'est pour ça que dans les premières propositions que je fais, je dis il faut rebâtir la carte de France. Et autour de 2 pivots, des métropoles, 8 métropoles, 350 villes moyennes, et qu'on stabilise ces jalons, ces pivots, de telle manière à ce que chacun sache qu'il sera à moins de 20 minutes d'une ville moyenne, que chaque maire de ville moyenne soit à moins d'1h30 d'une métropole, et que comme ça, on bâtisse solidement une armature pour le pays. C'est-à-dire qu'on stabilise la présence des services publics de l'État dans ces zones qui aujourd'hui sont abandonnées par les services de l'État. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de crises, l'ont prouvé, l'ont démontré. Et quelle frustration pour celui qui peut et qui veut acheter sa maison là où il rêve, de devoir la quitter pour aller dans une grande ville où il n'a pas beaucoup d'avenir. Et je crois que la vie des gens, le sens de leur vie, passe par la capacité qu'on a, nous, acteurs politiques, à adresser ce sujet. On va vous aider à vivre là où vous rêvez de vivre. Et je vous promets qu'avec ce slogan, avec cette réalité, avec les fondements de ce projet de société, on rendra davantage les gens heureux, on les rendra plus solidaires, plus communicants, plus épanouis. On relativisera l'isolement que la technologie menace de mettre en avant, et on fera de cette innovation quelque chose de beaucoup mieux. Parce que si aujourd'hui on peut réinventer une société mieux distribuée, c'est aussi parce que les réseaux numériques sont des réseaux distribués. Ils vont là où vous vivez. Et donc, le modèle économique du XXIe siècle, le modèle lié à l'innovation, c'est bien un modèle où on pourra de plus en plus avoir des services publics là où l'on vit et pas l'inverse. Et travailler de façon dématérialisée dans des zones où aujourd'hui il n'y a pas d'emploi, c'est ça? Oui, je crois. Vous voyez, quand la machine est arrivée au XIXe siècle dans toutes ces villes et ces villages, la machine, elle a revitalisé l'économie locale. Le petit charcutier est venu un salaisonnier, un petit industriel de la charcuterie. Parce qu'à un moment, il y a eu une rencontre entre sa charcuterie et une machine. Moi, je crois que la technologie, elle féconde aussi nos territoires. Elle féconde nos savoir-faire. Elle féconde notre tourisme. Et c'est ça, cette alliance entre l'innovation et nos territoires qui feront demain l'élan de notre pays dans le monde. Dans vos propositions, il y a aussi, vous voulez remplacer le Sénat, vous voulez supprimer le Sénat et le remplacer par une assemblée des territoires. Qu'est-ce que ça changerait dans le fond en matière de compétences territoriales? Vous savez, je crois qu'il y a une rupture, et on le voit régulièrement dans l'actualité, entre les acteurs locaux, politique locale, et les acteurs nationaux. La suppression du cumul des mandats a participé de cette rupture. Alors il y a tous les élus locaux
Et puis il y a l'État avec sa verticalité. Et je pense que le Sénat, qui était à l'origine une assemblée du territoire, c'est comme ça que le général de Gaulle l'avait conçu, mériterait de redevenir cette assemblée des territoires. Et je propose de le transformer en permettant à beaucoup d'élus locaux, aux présidents de région, aux présidents de département, aux maires des grandes villes, d'être en parallèle, comme c'est le cas en Allemagne avec le Bundesrat, de siéger dans une assemblée des territoires pour réconcilier l'échelon national et l'échelon local et en fin de compte veiller à ce que toutes ces politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre dans nos collectivités soient des politiques publiques sur lesquelles on est débattu, sur lesquelles on ait notre mot à dire avant qu'on ait à les mettre en œuvre pour le compte souvent de l'État. Pour qui allez-vous voter, Monsieur Fromentin, en 2022 ? Écoutez, vous savez, je suis extrêmement libre. Qui allez vous soutenir ? Je suis extrêmement libre puisque je n'appartiens à aucun parti politique. Et j'observe, j'espère soutenir quelqu'un. Peut-être Valérie Pécresse, peut-être Emmanuel Macron. Mais j'attends. Vous attendez quoi ? Le problème de Valérie Pécresse est connu pour le coup. On ne connaît pas celui d'Emmanuel Macron. On connaît, mais vous voyez, ces programmes, ce sont des paramètres techniques, ce sont des indices, ce sont des taux, ce sont des chiffres, ce sont des nombres de fonctionnaires en plus ou en moins. Mais c'est pas ça un projet de société. Projet de société, ça va bien au-delà. C'est une vision de la France dans le monde. C'est un projet qu'on adresse aux Français. Et je suis aujourd'hui orphelin de cette vision de société. C'est pour ça que j'ai décidé de la pousser, de la mettre en avant, de communiquer dessus. Je réunirai du monde demain soir pour présenter ces grandes idées. Et j'interpelle les candidats, au moins ces deux-là, pour leur dire, voilà, quel est votre projet de société ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment vous répondez aux envies des Français ? Quelle est la profondeur de votre vision ? Et j'espère, vous voyez, que j'aurai des réponses, ce qui me permettra sereinement de soutenir tel ou tel qui aura cette vision, cette profondeur, cet engagement et cette ambition. Éric Zemmour a un projet de civilisation. Il estime que la France est en danger. Il l'explique à travers son programme. Est-ce que c'est une vision, encore une fois, qui vous correspond ? Vous savez, la politique, c'est à la fois reconnaître un passé, c'est gérer un présent et c'est préparer l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez certains politiques qui sont que dans le présent, des sortes de pragmatisme. Et certains, d'ailleurs, disent, nous, c'est le pragmatisme. D'autres, comme Zemmour, sont que dans le passé, dans la nostalgie. Et puis, certains sont que dans l'avenir, forme de progressisme où on ne s'intéresse pas au passé, on s'intéresse à peine au présent puisqu'on propose des choses qui sont un peu utopiques. Et c'est bien là le problème. Vous avez des passéistes, des nostalgiques, vous avez des pragmatiques, vous avez des progressistes qui ne voient que l'avenir. Mais on ne peut pas ne pas intégrer ces trois dimensions. Bien sûr, on a un passé, et c'est une richesse. On a une histoire, on a une géographie. Bien sûr, il y a des contingences à gérer au quotidien, et il faut les gérer. Mais bien sûr aussi, il y a un avenir à construire. Il y a un enthousiasme à générer. Il y a une vision de l'avenir à partager. Et sans ces trois dimensions, on n'y arrive pas. Et le malheur aujourd'hui dans le débat politique, c'est que le pragmatisme au quotidien est présent, le passé est présent, l'avenir est pour certains présent, mais l'alliance des trois n'est pas présente. Et c'est pour ça que parler d'un projet de société, c'est réconcilier un héritage, un contexte au présent, mais aussi une vision de l'avenir. Alors une vision, c'est toujours plus difficile parce qu'il faut se mouiller. Une vision, c'est un parti pris, forcément. Une vision, il y a un élément un peu personnel, il y a des valeurs, il y a quelque chose qu'on sent qui n'est pas paramétrique dans une vision. Et on a l'impression que finalement, le débat, il se cristallise sur des éléments paramétriques, sur des éléments pragmatiques et qui fait fi souvent du passé et beaucoup de l'avenir. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de vision de l'avenir dans le programme de Valérie Pécresse, puisqu'elle l'a déjà exposé, mais que peut-être si Emmanuel Macron avait cette dimension programmatique tournée vers le futur, vous pourriez vous ranger à ses côtés. Écoutez, l'un ou l'autre. Je pense que la campagne n'est pas terminée. Je pense que ces interpellations, que la campagne aussi au contact des Français pose clairement cette question de l'avenir. Donc j'espère que Valérie Pécresse, j'espère qu'Emmanuel Macron auront cette capacité à prendre de la hauteur et à proposer aux Français, pas simplement comment je gère au quotidien les problèmes qu'il y a en France, mais aussi comment je construis ces problèmes dans une solution qui présente un avenir et dans laquelle, vous voyez, l'intérêt de la France se rallie à l'intérêt des Français. Il n'y a pas... Et c'est ce qui est dramatique souvent quand on interroge les Français. Mais aujourd'hui, il y a une dichotomie entre les deux. Bien sûr.
Et ça, c'est... Les gens disent, on est heureux à titre individuel, on est malheureux à titre collectif. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'à un moment, un projet fasse une alliance entre ce qui relève de l'intérêt, des envies des Français et de l'intérêt du pays. Et là, encore une fois, je crois que les territoires font cette alliance entre ce que les gens veulent avoir comme projet de vie et ce que les besoins de compétitivité de la France appellent, c'est-à-dire qu'on réinvestisse notre diversité territoriale. En un mot, le grand sujet, c'est de permettre aux Français d'aimer à nouveau la France. Parce qu'il y a des fois, on se demande s'ils aiment encore leur pays. Ils sont extrêmement pessimistes. Vous citiez l'étude du Cevipof. Elle montre un très fort pessimisme des Français à cause des élites. On a les élites qu'on mérite, comme disait le général de Gaulle. Et vous voyez, je citais tout à l'heure la philosophe Simone Veil, qui était aux côtés du général de Gaulle en 1942 à Londres. Et le général de Gaulle lui avait dit « Il faudra reconstruire la France. Donnez-moi une philosophie politique pour le faire. » Et Simone Veil écrit un rapport qu'Albert Camus a publié en 1947, mais elle lui dit dans ce texte, dans ce rapport, dans ce livre qui s'appelle L'Enracinement, elle lui dit, il faut d'abord que vous redonniez aux Français à aimer la France. S'ils aiment la France, ils retrouveront la solidarité. S'ils aiment la France, ils réentreprendront. S'ils aiment la France, ils construiront cette confiance qui est le ciment d'un projet de société. Et donc, donner aux Français à aimer la France, c'est notre rôle, à tous, à nous acteurs politiques, à tous ceux qui ont des responsabilités au corps intermédiaire. Redonner à aimer ce beau pays qu'est la France, c'est, me semble-t-il, le sous-jacent de cette campagne qui démarre. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin intervenu ce matin, nous parler de votre vision de la France pour les années à venir. Merci à vous Olivier Benkemoun pour la suite de la matinale.